Alors, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui. C'est un webinaire Oui à l'innovation, avec l'esprit de Oui à l'innovation. C'est de stimuler la recherche, de stimuler, enfin, encourager les conditions de la recherche. Il n'y a pas de mauvaises questions dans le domaine scientifique, parfois de mauvaises réponses, mais la particularité de la science, c'est que les connaissances qui sont produites sont récusables, sont contestables. Et donc, c'est dans cet esprit, le respect de la science, que nous inscrivons notre action. Là, les questions qu'on se pose aujourd'hui sont très liées à la vie de tous les jours, à la vie quotidienne. Comment répondre aux injonctions contradictoires des consommateurs, les industriels, les distributeurs face à des demandes qui sont des demandes à géométrie variable, et on s'interroge en particulier sur les produits sans. Et on se demande si ces produits sans ont un avenir. Alors, dans la petite histoire de la consommation que j'ai acquise, je sais que pendant très longtemps, on a accepté de payer plus cher pour des choses qui étaient en plus. On ajoutait des éléments au produit. Là, l'idée, c'est d'en retrancher. Alors, les produits sans, c'est sans gluten, sans lactose, sans sucre, sans graisse, etc. La liste des sans est considérable. Et pour en parler, Lise Pinas est avec nous. Elle est directrice catégorie traiteur solutions repas du groupe Carrefour. Et vous êtes également, Lise, directrice RSE. Merci d'être avec nous ce matin. Enchantée. Merci à Marie-Laure Pinet, qui est présidente de l'USIPA, l'Union des syndicats des industries des produits amylacés et de leurs dérivés. Je veux dire de quoi il s'agit. En deux mots, il s'agit de l'amidon. Les débouchés de l'amidon, c'est à 44%. On va dire que c'est 40-60, allez, pour arrondir. 40% non alimentaire. Alors, vous en trouvez dans la papeterie, dans le carton, dans la chimie du végétal notamment. Et puis, c'est beaucoup dans l'alimentaire. Hein, ça fait partie des produits qu'on retrouve dans le secteur de la boule-pâte, boulangerie, pâtisserie, confiserie, nutrition infantile, chocolaterie, crème glacée, boisson, etc., charcuterie, conserve de fruits. Donc, on se demandera avec vous, hein, c'est une demande pour les produits sans amidon. Manifestement, pas de cette façon-là. La question n'est pas posée comme ça, et vous allez nous dire ce que vos produits apportent aussi, parce qu'il y a une contribution. Si ces produits sont à l'intérieur de ce que vous achetez, c'est qu'ils ont une utilité. Et puis enfin, Philippe Gutzmann, que je remercie à nouveau, consultant spécialiste des évolutions de la consommation. Je dirais que vous êtes un expert du retail. Bon, ça fait un mot français, un mot anglais. Vous comprenez de quoi il s'agit. Et on va échanger, on va poser vos questions. Il y a un petit onglet questions-réponses, déjà un peu plus de 130 à nous suivre. Et il y a 300 inscrits aujourd'hui qui vont nous rejoindre progressivement. Un, les attentes des consommateurs. Peut-être examiner quelles sont les tendances de consommation. On se demandera ensuite comment évolue l'offre. Est-ce que les industriels s'y adaptent? Comment les distributeurs observent eux-mêmes ces signaux du marché? Et puis, comment sortir des contradictions? Parce qu'il y a toujours des contradictions. Ce n'est pas une maladie, la contradiction. Injonction contradictoire. On est tous pétris de contradictions. Et donc, en particulier, on vous demandera à vous, Philippe, et puis aux industriels et aux distributeurs, comment on vit cette espèce de grand écart entre parfois ce qui est souhaité et ce qui est obtenu. Alors, les attentes des consommateurs, je voudrais commencer avec vous, Philippe. D'abord, quelles sont les tendances actuelles? Je sais qu'il y a des cycles longs, des cycles courts. Est-ce qu'il y a des choses si on s'était vu il y a un mois, on ne se serait pas dit et qu'on se dirait aujourd'hui en matière de tendance de conso? D'abord, bonjour à toutes et à tous. Non, sur l'échelle d'un mois, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y ait des évolutions significatives. On a des inflexions sur les deux, trois dernières années qui sont fortes et qu'on a pu observer sur les marchés, mais qui, de mon point de vue, sont souvent des inflexions, on va dire, plus conjoncturelles. Et ce qui me semble intéressant, c'est de voir quelles sont les tendances de long terme qui sont en fait liées aux évolutions sociologiques et démographiques du pays. Comment les analysez-vous? Et moi, je pense que le sujet majeur, indépendamment des contraintes de prix dont on parlera sans doute, c'est que la population vieillissant, la taille des ménages se réduisant, nous allons vers, enfin, nous avons une tendance à individualiser
les repas et à externaliser la tâche de cuisiner. En réalité, on fait de moins en moins à manger chez soi avec des produits bruts. Ce qui pose en fait la question des services d'une part, mais ce ne sera pas le sujet du jour, mais la question de la transformation. C'est-à-dire qu'on confie à d'autres le soin de faire à manger pour nous, que ce soit un restaurateur, que ce soit un industriel qui fait un plat cuisiné, etc. Mhm. Donc il y a des activités de transformation et selon le temps entre le moment de consommation et le moment où le produit aura été cuisiné, plus ce temps est long, plus les produits vont devoir contenir de substances qui sont nécessaires à sa conservation, Bien à sûr. sa qualité, etc. Et qui sont questionnées, qui nous amènent en fait un peu au débat du jour, en partie en tout cas. Mais ça, je crois que c'est une tendance de long terme qu'il faut qu'on appréhende et qui pose des tas de questions sur sur la chaîne de valeur en général et sur sur les injonctions paradoxales que vous évoquez dans le titre même de ce webinaire. Hein. On veut des produits de plus en plus sains, de plus en plus locaux, de plus en plus circuits courts, de plus en plus, de plus, de plus, de plus. Mais tout ça amène des contraintes extrêmement élevées à la filière, alors même que d'une part, notre consentement à payer n'augmente pas, de façon extrêmement marginale pour une petite partie de la population, on pourra peut-être le détailler, Mhm. et que d'autre part, nos exigences rentrent en contradiction avec je dirais, la nature même de la façon d'y répondre. Donc on a cette complexité en fait à adresser. Ouais. Alors, c'est tout à fait ce que vous me dites là, c'est tout à fait en contradictoire, enfin en contradiction avec l'exigence ou l'intérêt pour le local. Mhm. J'observais, moi, qu'une des tendances de consommation, c'est la proximité. Donc, ça signifie que là, peut-être qu'il y a d'ailleurs des populations différentes. Est-ce qu'on peut considérer que les urbains se comportent de façon différente, selon d'ailleurs la géographie, hein, l'endroit où ils vivent? Est-ce que c'est une grande ville, une métropole? Est-ce qu'ils vivent dans une ville moyenne, à la campagne, etc.? J'imagine que ces tendances de consommation, elles varient, elles sont variables qui sont celles de la localisation. Euh, euh, Madame Pinas, Lise Pinas, pour le groupe Carrefour, comment vous voyez euh, une différence entre les intentions manifestées du consommateur. Le consommateur, il s'exprime beaucoup. D'abord, on l'interroge beaucoup. Il y a de nombreux sondages qui disent bah, je veux précisément, c'est ce que disait Philippe, de la produits locaux, je veux de la saisonnalité, je veux de la proximité, etc. Bon, ce n'est pas toujours le cas dans la réalisation. Est-ce qu'il y a des différences entre les intentions des consommateurs et leur panier d'achat, et lesquels? Alors, effectivement, il y a une différence qui est forte entre les intentions des consommateurs et la réalité du panier. Euh, il faut garder en tête que le consommateur, quand il est en train de faire ses courses, la première contrainte pour beaucoup d'entre eux qui va s'imposer, c'est l'accessibilité, c'est le prix. Donc, on peut avoir des intentions qui peuvent se porter sur la localité. Je donne l'exemple, par exemple, du bio, du respect de la saisonnalité, qui vont Hmm. être des indicateurs qui reviennent de façon très régulière. Et notre consommateur va être confronté en fait à l'accessibilité de ces produits-là. Et finalement, face au rayon, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un écart qui est significatif entre ces intentions et l'acte d'achat. Si je prends un exemple qui fait un petit peu partie de la mythologie de Carrefour sur ce sujet-là, c'est tout le travail qui avait été réalisé pour répondre à la saisonnalité, notamment sur le bio. Et donc, notre consommateur nous disait, allons au bout de la démarche, il y a un travail qui a été réalisé sur le bio, respectons la saisonnalité. Et un travail avait été fait de retirer notamment la tomate bio lorsque nous étions hors saison. Et on a vu un revers assez fort, assez violent de nos consommateurs, nous disant, mais en fait, j'ai besoin de ma tomate. Donc, on voit aussi cet écart-là entre l'intention, c'est-à-dire, oui, j'aimerais respecter la saisonnalité, je vais vers un mieux manger. Et quand on se retrouve face à la contrainte de l'absence de ce produit-là,
finalement, on voit que le consommateur va se déporter du rayon bio et nous fait remonter par des verbatims, de façon assez claire, sa contrariété face à l'absence de la tomate qu'il était venu chercher. Donc, pour moi, il y a un écart qui est certain et cet écart se conjugue également avec une modification, et là, moi, je vais être plutôt dans la contradiction avec ce qui vient d'être dit, une modification assez rapide des tendances et des envies des consommateurs qui sont très fluctuantes. Et on a en fait un écart également entre la distribution, la course pour répondre aux envies du consommateur et ces envies qui évoluent, ces besoins qui évoluent très rapidement. Et alors, quand vous dites ils évoluent dans quelle direction? Juste au passage, quand même, parce que vous avez indiqué que le consommateur s'adresse à vous, hein, et il vous dit, voilà, en substance, il manque tel ou tel produit. Est-ce que vous lui expliquez que la tomate, c'est l'été, par exemple? Enfin, qu'il y a des produits qui sont des produits de saison. On ne mange pas de cerises en hiver. Je crois même que c'était le titre d'un livre d'Alain Juppé. Euh, Au moment de sa conversion d'ailleurs aux questions environnementales. Enfin, moi, j'observe la scène publique tous les jours. Je vois bien qu'il y a une préoccupation autour de l'environnement. Donc, comment est-ce qu'on peut être à ce point en situation de contradiction à réclamer, à vouloir défendre l'environnement et réclamer des tomates, les tomates de la cogénération, par exemple, en plein hiver? Alors, je reviens sur la première contrainte fondamentale, encore une fois, l'accessibilité. Donc ça va être le premier facteur de contradiction. Et derrière, effectivement, il y a tout un travail de sensibilisation, de pédagogie qui est effectué certainement de manière trop ténue encore et qui, pour moi, nécessite en réalité un travail qui est collectif et d'aller au-delà de simplement cette prise de parole du distributeur ou Oui, de l'acteur oui. local ou du consommateur de façon séparée. Et ce message il doit être porté au sein d'un mouvement collectif pour avoir de la résonance. Il y a des essais qui ont été faits de pédagogie de communication. Lorsque c'est fait uniquement du distributeur, on a toujours ce biais puisque le distributeur cherche à vendre. Donc la perception du consommateur, Oui. elle est forcément atténuée ou parfois défiante vis-à-vis du message qui est transmis. Et ce message n'aura de force et n'aura d'emprise que s'il est collectif. Moi, j'y crois énormément et ça doit être un message global. Mhm. Alors, passons à l'amont, puis on reviendra à toutes ces questions. Nous avons du temps d'échange. Madame Ampinet, comment est-ce que les industriels de l'agroalimentaire s'adaptent aux demandes des consommateurs? Alors, vous, il y a une double contrainte. Il faut vous adapter d'abord à la demande des consommateurs, puis peut-être à celle des distributeurs aussi. Comment vivez-vous cette transformation? Alors, nous, on est fournisseur d'ingrédients pour l'agroalimentaire. Donc, la première nécessité que nous avons, c'est de bien connaître nos ingrédients et à quoi ils servent justement dans la composition des aliments. Et c'est vrai que l'amidon et les produits dérivés de l'amidon, si je prends un exemple, parce que ça sera assez parlant pour tout le monde, si on le met dans une crème dessert, ce qu'on attend d'une crème dessert, c'est qu'elle soit épaisse, somptueuse, que la trace de la cuillère, on la voit bien, qu'elle soit fondante en bouche, qu'on ait le goût au début, mais qu'on l'ait aussi à la fin. Et le plaisir est, après le prix, quelque chose de très important dans tout ce que le consommateur souhaite. Donc, pour obtenir ce résultat, ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a une science de l'aliment. C'est que on ne fait pas un mélange. Enfin, quelquefois, on le sait bien quand on le fait à la maison, on rate. Hein, et ben en industrie, c'est un tout petit peu pareil. Il y a une science pour pouvoir et savoir mélanger, et surtout, ce qui est important pour nous, et je repense à ce qu'a dit Philippe Gutzmann, on est, nous, dans la durée. On est à base de céréales qui se gardent toute l'année. Et les aliments qui sont proposés doivent avoir une durée de conservation assez longue parce que le consommateur ne va plus faire ses courses tous les jours. Et quelquefois, la crème qu'on achète, elle est meilleure en texture que ce qu'on va pouvoir réaliser chez soi, et on peut le garder plus longtemps. Et donc, c'est dans cette texture que l'amidon trouve tout son rôle, et dans la conservation pendant une durée raisonnable de cette texture, chose qu'on n'a pas quand c'est à la maison. Donc Mais nous, il n'y on a a des pas laboratoires d'application avec des chercheurs, avec des scientifiques qui examinent les tendances, et on reçoit donc toutes les demandes de nos clients
comment je peux faire un produit avec moins de sucre, comment je peux faire un produit plus végétal, comment je peux faire un produit sans gluten. Et en fait, au bout d'un moment, on s'aperçoit quand même qu'on ne peut pas faire des produits sans rien. À force de tout enlever et de tout mettre sous contrainte, on a quand même un problème de faisabilité. Et c'est justement cette science qui peut nous dire, bah, un, on peut y arriver tout de suite. Deux, il faut faire des recherches pour essayer de trouver. Ou trois, on n'y arrivera jamais. Et ça, on est obligé de le dire, on n'y arrivera jamais dans un délai raisonnable, avec un coût raisonnable. Mais il n'y a pas de demande des consommateurs supprimer l'amidon. Il peut y en avoir pour réduire les sucres, réduire ou supprimer le sucre, la graisse, le lait, la lactose, etc. Bon, très bien. Mais il n'y a pas de demande particulière autour de l'amidon. L'amidon a encore relativement bonne presse, effectivement. L'amidon, c'est connu des consommateurs. Vous avez la fécule de pomme de terre qu'on trouve dans les rayons. Vous avez l'amidon de maïs. Je vais citer un nom de marque, mais il est passé dans la maïzena qui est utilisée par les consommateurs. Donc, l'amidon est assez connu. Mais vous pouvez modifier cet amidon légèrement, chimiquement ou physiquement, pour changer ses propriétés et justement avoir ce que demande le consommateur sur la tenue et la longévité de la texture. Et là, nous entrons dans le domaine des additifs, puisqu'un amidon modifié, le plus souvent, est un additif. Un amidon, si vous le transformez, ce sont en fait des molécules de glucose. Et ces molécules de glucose tombent dans le régime des sucres. Et là, les sucres tombent dans le sans-sucre aussi. D'accord, on change de catégorie. Après, l'amidon, vous avez un coproduit qui s'appelle, par exemple, dans le blé, le cas du gluten de blé. Donc, on tombe dans le sans gluten. Donc, on sait faire à la fois livrer du gluten, mais aussi trouver des solutions pour du sans gluten. Et vous avez dans le pois toute la protéine de pois qu'on met en avant aussi pour la végétalisation de l'alimentation. Philippe Gutzmann, est-ce que cette tendance aux produits sans, elle est puissante? Alors, on peut faire deux réponses. Elle est incontestablement puissante en ce sens que depuis, en tout cas, une bonne dizaine d'années, c'est un mouvement qui s'est nettement développé et qui s'est largement diversifié. D'ailleurs, le fait même qu'on évoque les produits sans, et évidemment, si on est, j'allais dire, sans sucre, sans gluten, sans caféine pour d'autres, etc., on voit bien que ces orientations de sans n'ont pas de rapport les unes avec les autres. Donc, mais en tout cas, c'est un mouvement qui est varié et qui est puissant en ce sens qu'il a connu un fort développement. Il reste à l'échelle de la consommation globale relativement marginal. Ce n'est pas le cœur de la consommation. Mais il se développe. La question qu'il faut se poser, pour moi, c'est, les deux questions qu'il faut se poser, c'est plutôt que d'avoir un réflexe de produit sans, c'est de se demander quelle est la réalité du besoin ou en l'occurrence, de la contrainte, Alors, souvent médicale ou autre, et comment on l'adresse. J'allais vous poser la question, parce qu'il y a des gens, précisément, qui souhaitent des produits sans pour des raisons médicales. Des gens qui sont intolérants au gluten, parfait, bon, ou qui sont, je sais pas, diabétiques, qui sont intolérants au sucre, parfait. Mais il y a aussi parfois la manifestation d'une intention éthique. Et quelle est la part des deux, d'ailleurs? Est-ce qu'on est capable de l'identifier aujourd'hui? Moi, je n'ai pas de mesure fine de ça. Mais ce qu'on sait, par exemple, sur le cas du sans gluten, c'est que la part des consommateurs qui en achètent, pour des raisons X ou Y, qu'importe, est très nettement supérieure à la part des consommateurs qui en ont besoin. Ce qui pose des questions, moi je ne suis pas médecin, je n'ai pas cette compétence-là, mais ce qui pose la question de la pertinence de cet achat. C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas je dirais un battage médiatique pour le coup, pas tellement marketing, mais médiatique autour des vertus du sang qui en fait pourraient même avoir des effets pervers avec des consommateurs qui consomment des produits sans telle ou telle substance alors même qu'ils n'en ont pas besoin et qu'à l'inverse, ça peut provoquer d'autres problèmes. Et le terme éthique que vous utilisez à l'instant, je le mettrai en question parce que quelqu'un qui consommerait du sans gluten alors qu'il n'en a pas besoin, mais pour des raisons souvent qui relèvent plus de l'image ou des idées qu'on se fait des régimes alimentaires, ne me semble pas relever de questions éthiques. La question éthique pourrait se poser sur des sujets, par exemple, sans huile de palme, etc., où on a une conscience éventuellement écologique, plus ou moins d'ailleurs fondée en l'occurrence, mais
cette question peut se poser là. Et là, oui, ça existe sur tout ce qui est, on va dire, le sang je dirais, à contenu écologique. Mhm. La question peut se poser. Lise Pinas, est-ce qu'on peut avoir est-ce que vous avez, vous, une idée des typologies de clientèle qui achètent ce type de produit? Ce qui est une façon de prolonger la question que je posais à l'instant à Philippe, hein, sur ceux qui en ont vraiment besoin du sang et ceux pour qui c'est un choix éventuellement scientifiquement contestable. Enfin, c'est la manifestation de la volonté du consommateur. Hum. Alors, sur les produits sang, le sang est large, hein. Donc, si on prend des exemples, ça sera plus parlant. Prenons le sans gluten, par exemple. On a effectivement une typologie de clients qui adresse une problématique médicale. Et derrière, on va retrouver la population qui vient d'être précisée, qui, chez nous, est plutôt féminine, effectivement, sur le sans gluten. Et Mhm. on est plutôt sur une tranche d'âge entre 30 et 40 ans. Ça concerne le sans gluten. À chaque fois qu'on change de typologie on va dire d'exclusion, on change également de typologie de client. Mhm. Ce sont des CSP+, et si je pose la question différemment, enfin, j'ai compris, hein, une catégorie d'âge, mais c'est aussi des CSP+, des gens, Alors, c'est des je n'aurais gens. pas la donnée pour vous répondre sur le sans gluten sur cette question-là. On tend à penser, hein, que ce sont davantage des CSP+, hein, puisqu'il y a un arbitrage qui est fait et le sans gluten est très souvent plus valorisé. Mhm. Mhm. D'accord. Alors, est-ce que c'est un phénomène de mode pour vous? Ou est-ce que c'est réel, c'est puissant, profond, dire attaché à une évolution quasi culturelle? Pour moi, l'évolution qui est profonde et qui est sous-jacente, c'est la recherche du mieux manger, l'inquiétude vis-à-vis de la santé. Et en fait, c'est surtout sur ce prisme-là que je préférerais aborder la question plutôt que de rentrer dans le détail du sang. Euh, Puisque les grandes tendances de consommation, pour moi, sont ici. Et on retrouve, hein, dans cette alimentation, sur les différentes tendances qu'on voit émerger, presque, alors pas une obsession, mais on retrouve un intérêt qui est très fort et de plus en plus fort tourné vers la santé. Et il est partagé par tous. Ça couvre toute la société. Alors, de ce qu'on observe de notre côté, ce mouvement, il est très large. Il est très large. Je reviendrai encore une fois, hein, à la question, c'est toujours la même chose qui revient sur la table, à la question de l'accessibilité. Donc, c'est un sujet qui est partagé par tous. Il y a encore une fois la question d'accessibilité qui intervient. Et dans les consommateurs qui vont porter un fort intérêt à ces produits-là, on va forcément trouver un levier plus fort dès qu'on touche à des catégories plus aisées, Mhm. qui vont pouvoir infléchir leur panier en fonction de leurs besoins et de cette préoccupation liée à la santé. Mhm. D'ailleurs, au passage, Marie-Laurent Pinet, pourquoi est-ce que les produits sans sont plus chers? Ben, en fait, c'est parce que c'est plus compliqué à faire et que vous ne pouvez pas faire un produit sans rien, justement. Et il faut qu'il ait la bonne texture, il faut qu'il ait le bon goût, il faut qu'il ressemble au produit d'avant, mais qu'il soit sans gluten. Donc le gluten, par exemple, ça aide à faire lever une pâte. Donc vous avez quelque chose d'aéré. Quand vous devez mettre du sans gluten, bah, ça devient très compliqué d'avoir quelque chose d'aéré. Donc on doit changer la façon de manger des consommateurs. Le gluten est un peu particulier parce qu'il y a une vraie maladie derrière. Et il y a les maladies cœliaques où ils ne doivent pas en manger 1 gramme. Je pense que c'est plus compliqué sur les mouvements où il y a moins de fondements scientifiques, on va dire. Il y a une Alors, grande préoccupation sur la santé, c'est-à-dire qu'on voit que les taux d'obésité montent, le diabète, oui, l'hypertension, donc il y a vraiment des sujets de préoccupation. Sauf que on sent bien que il y a des oukases quelque part qui sont très vocalement exprimés et qui sont un peu gênants parce qu'en fait l'alimentation c'est pas la même pour tout le monde. On va de plus en plus dans un monde spécialisé. Nous, on vend beaucoup de choses pour l'alimentation pour les sportifs, l'alimentation pour les enfants. Et si vous commencez à dire que le glucose, c'est mauvais,
c'est gênant parce que c'est quand même ce qui nourrit le cerveau, c'est quand même ce qui fait la croissance. Ce qui est mauvais, c'est l'excès. Oui. Et en fait, on a souvent une élimination. On a un très beau produit, nous, qui s'appelle la maltodextrine. Alors, elle a un problème, c'est qu'elle a un nom impossible à prononcer et que quelque part, on se dit, il faudrait mieux l'éliminer. Mais la maltodextrine, c'est ce qui permet en alimentation infantile de solutionner les problèmes des enfants sensibles qui ont des problèmes de digestion. Parce que ça permet, en faisant un léger traitement enzymatique de l'amidon, de faire en sorte que l'enfant digère mieux, ce qui est quand même appréciable. Bien sûr. Cette maltodextrine, elle est aussi très appréciable en récupération des sportifs et en préparation. L'alimentation des sportifs devient de plus en plus aiguë, de plus en plus précise. C'est un marché qui Et s'étend. ça marche très, très, très bien. Mais si vous mettez de la maltodextrine et si vous lisez tout ce qu'on peut écrire de mauvais sur cette maltodextrine, elle a un indice glycémique élevé et elle a un nom impossible à prononcer. Mais c'est un bon produit et je pense qu'il faut redonner de la science derrière de l'alimentation, Alors, redonner peut-être une qu'il faut, connaissance. oui, peut-être qu'il faut parfois sortir de la science, faire du marketing de la science. Enfin, pardon de vous le dire comme ça, parce que la maltodextrine, effectivement, c'est pas un nom grand public. Si vous lui trouviez un petit nom sympathique, je suis sûr, en expliquant quelles sont ses vertus, hein, bien sûr, il ne s'agit pas de mentir, respecter le verdict scientifique, peut-être que les choses seraient plus simples. Mais malgré tout, Madame Ampinet, moi je me dis toujours, alors peut-être que je suis naïf, hein, je me dis, bon, si on supprime un certain nombre de choses, qu'est-ce qu'on met à la place? J'allais dire, ça suscite des questions, enfin, ça ouvre des questions dont les réponses sont potentiellement plus inquiétantes que le produit sans. Inquiétante, pas forcément. Vous pouvez remplacer un certain taux de gras par éventuellement de l'amidon. Vous pouvez remplacer un peu de sucre par des produits un peu moins sucrés. Vous ne l'enlèverez pas complètement, mais vous diminuerez. Vous pouvez te remplacer par des produits un peu moins caloriques. Mais c'est vrai que le problème, c'est que dès qu'on change une recette, ça suscite quelque part la méfiance. Donc l'innovation n'est pas toujours comprise non plus par le consommateur. Et après, si le goût change, je pense que Lise Pinas ne me contredira pas, c'est pas si facile que ça que le consommateur achète un nouveau produit. Il aime bien la familiarité et les produits auxquels il est habitué. Alors, on a un petit message, vous voyez, on a des messages qui arrivent. Les produits sans gluten sont consommés également pour des raisons liées à la diminution du terrain inflammatoire. Pour répondre à votre remarque, en effet, même s'il ne s'agit pas des personnes malades, ça reste lié à une volonté d'améliorer son état de santé. Souvent, c'est vrai que cette question de la santé, elle est déterminante. Chez Carrefour, Lispinas, vous dites travailler autour de ces questions. Pour ceux qui nous rejoignent, on parle toujours des produits sans. Et puis des injonctions un peu contradictoires des consommateurs. En rappelant, et vous l'avez fait à plusieurs reprises, qu'il y a un élément d'arbitrage décisif, le juge de paix, c'est le prix. Alors on peut vouloir, mais il faut pouvoir. Hein. Il y a vouloir d'achat et pouvoir d'achat. Ça fait deux choses un peu différentes. Mais vous dites, sur cette question qu'on se pose aujourd'hui, dans ce webinaire Oui à l'innovation, vouloir travailler ou avoir voulu travailler en coalition avec les industriels. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour aborder toutes les questions de changement de type d'alimentation, la compréhension des demandes et des besoins des consommateurs qui sont en évolution, mais également être capable d'avoir une force collective suffisante pour les aider à infléchir leur consommation. Il est très difficile d'agir seul. Je vais prendre l'exemple du végétal parce que ça va être très parlant. On a une tendance qui est de plus en plus forte à une consommation plus équilibrée d'un point de vue carné. Donc, il ne s'agit pas ici de s'adresser aux végétariens, il s'agit bien d'équilibrer son assiette et de varier l'apport en protéines animales. Dans cette démarche-là, sur un marché qui est assez récent, le consommateur est particulièrement méfiant et il y a tout un travail collectif, puisque l'impact environnemental est extrêmement fort. Hein, cette démarche-là, elle a derrière forcément un sous-jacent environnemental qui est puissant.
comment est-ce qu'on peut emmener le consommateur à consommer plus de végétal? Et cette question, on l'a abordée grâce à une coalition de fournisseurs et un distributeur qui, en fait, disparaissent derrière cette coalition pour collectivement essayer d'apporter une réponse. Déjà, mieux comprendre le consommateur. Qui est le consommateur du végétal? Pourquoi est-ce qu'il cherche à consommer du végétal? Et quels sont ses freins, ses premiers freins? Et derrière, comment est-ce que collectivement, parce qu'il y a toute cette question de pédagogie, et quand j'ai dit distributeur-fournisseur, j'ai oublié également la partie civile, qui est tout aussi importante et qui travaille avec nous sur ce sujet. Comment est-ce qu'on peut lever ces freins? La première chose qu'on voit, c'est par exemple le goût, premier facteur, le goût. Le deuxième, c'est la crainte liée à la liste d'ingrédients, trop longue, des ingrédients qui sont peu connus du consommateur. Et derrière, enfin, le prix. Et donc, la seule façon d'aborder ce sujet, c'est de mettre tout le monde autour de la table et d'essayer de lever les freins un par un. Certains leviers sont davantage du côté d'une partie et d'autres leviers, en tout cas, sont compréhensibles et actionnables de l'autre. Question à Philippe Gutzmann que m'inspire votre réponse. Est-ce que les consommateurs ont confiance? Tout ce que vous exprimez là est extrêmement clair. Il y a de la science et au fond, l'alimentation, c'est un peu de la science aussi. On parle d'alicaments, c'est-à-dire que il y a des produits qui sont bons, c'est notre carburant. Il y a des produits qui sont bons pour la santé. Mais c'est un domaine de plus en plus scientifique, Philippe, parce que les consommateurs ont confiance. Malheureusement, force est de constater que non. C'est-à-dire que dans toutes les enquêtes de confiance en général qu'on observe sur les dernières années, on voit bien, et ce n'est pas que sur ce sujet, mais c'est plus global, que le niveau de confiance, et là, je veux dire la cote de popularité de la population française dans le monde agricole est relativement élevé, même très élevé. Dans la distribution, c'est assez moyen. Et dans l'industrie agroalimentaire, et je le regrette, c'est extrêmement bas. C'est une des industries, une des filières dans lesquelles le niveau de confiance est le plus bas. Et vous l'attribuez à quoi? Pardon? À quoi l'attribuez-vous? C'est très multifactoriel. D'abord, on est un pays où globalement, on a une forme de réticence ou d'inquiétude face à la notion même d'industrie. Il faut voir comment elle est traitée dans le débat public. Oui. Je vous vois sourire, je pense que... Oui, parce que c'est un peu la Voilà. société du doute, oui, Et, absolument. ensuite, il ne faut pas se mentir, je pense que dans l'industrie, évidemment pas tous les industriels, mais dans l'industrie, sur les 20 dernières années, il y a eu un certain nombre de comportements, de pratiques voilà, qui ont généré peut-être de la défiance. Et surtout, alors c'est un avis qui nous éloigne un peu de ça, mais que je crois beaucoup, c'est je pense que globalement, la filière alimentaire, et je rebondis tout à fait positivement sur l'Ispinasse à l'instant, la filière alimentaire passe son temps depuis 20 ans à se taper dessus et à donner un spectacle, je parle notamment de la relation commerciale, hein, entre les acteurs à se taper dessus. Et dès lors que dans le débat public, amplifié par le politique, on donne le sentiment qu'on se tape dessus, ça n'est pas générateur de confiance. De confiance. Ce n'est pas lié aux produits eux-mêmes nécessairement. Mais quand vous voyez le débat depuis 2 ans autour de l'inflation, qui consistait à dire systématiquement c'est de la faute des autres et à coup au pilori tel ou tel acteur, on finit au bout par se dire qu'il y a des acteurs, quels qu'ils soient, qui profiteraient d'un système. Et c'est, de mon point de vue, très dangereux. Ce que je voudrais, ce sur quoi je pense qu'il faut revenir là encore, c'est ce qu'a dit Christina, c'est que la consommation, c'est un arbitrage, c'est toujours un équilibre entre des désirs et des contraintes. Et un des sujets majeurs pour moi aujourd'hui, c'est que nous devons, on a beaucoup excité les désirs, c'est le marketing, ça a été d'ailleurs l'action des pouvoirs publics, on doit, je crois, beaucoup traiter la question des contraintes. Évidemment, la contrainte du prix, je ne veux pas la détailler, je pense que tout le monde l'a en tête, mais il y a 2 autres éléments de contrainte qui me semblent forts. Il y a un, c'est l'accessibilité du produit. Comment on arrive à rentrer en contact avec les produits. Elle n'est pas évidente. Elle n'est pas évidente, c'est la distribution sur le territoire, c'est le merchandising, c'est la TV. Et puis un point qui pour moi est majeur, notamment sur le sujet de notre débat, c'est comment on pourrait dire ça, la compétence en fait du consommateur. L'alimentation, c'est quand même le sujet le plus important de notre vie. C'est notre carburant. Et sur lequel, petit à petit, on est devenu
très largement incompétent. Oui, Et, mais et quand je dis ça, hmm, je parle, on pourrait se dire, oui, par rapport aux industriels qui nous donnent des produits prêts à manger, on ne réfléchit pas. Je hmm, vais être un peu provoque. M'adresserai de la même façon au pouvoir public. Je pense qu'un certain nombre de systèmes de score, je ne vais pas me faire des amis, mais même s'il a beaucoup de vertus, le Nutri-Score, comme d'autres scores, sont des scores qui sont aliénants. C'est un prêt-à-penser. Or, le prêt-à-penser, il peut être vrai sur tel produit pour Marie-Laure et pas pour Lise et surtout pas pour moi. Et donc, il faut qu'à un moment donné, les acteurs de la filière alimentaire, tous ensemble, donc la notion de hmm. collectif qu'évoque Lise me semble importante, trouvent les voies et moyens de développer la Alors, pédagogie, mais de développer oui, la compétence du consommateur pour qu'il soit à même de faire des choix éclairés pour c'est lui-même. cher Philippe, c'est un des grands sujets. J'y réfléchis parce que je travaille à la télévision et que chaque jour, on s'adresse à un public qui est un public de non-scientifiques. Et nous parlons, alors, globalement, quand on parle d'économie, mais aussi d'alimentation, d'énergie, enfin les grands sujets qui préoccupent les Français sont des sujets dans lesquels il y a aujourd'hui beaucoup de complexité. C'est-à-dire que nous vivons dans un monde complexe et scientifique, avec une culture de gouvernement d'ailleurs, comme une culture de l'opinion qui est très faiblement scientifique. Donc l'enjeu pour vous, distributeurs et industriels, c'est de vous adresser au public, de restaurer la confiance avec ce handicap que vient d'évoquer Philippe, que je partage absolument, qui est que vous avez en face de vous des gens qui ne sont pas des experts. Pire que l'ignorance, il y a l'illusion de la connaissance. Vous voyez? Et l'illusion de la connaissance, c'est terrible dans ce domaine. Alors, je ne sais pas qui veut répondre là-dessus, Madame Ampinet. Vous êtes un peu là, il y a des injonctions aux industriels. Faites mieux, faites toujours mieux. Enfin, c'est ce que la société vous dit en substance. Mais avec cet arrière-plan qui est qu'en effet, souvent les points de vue sont adossés plus à des représentations ou à des croyances qu'à des connaissances. Tout à fait. On sent bien il y a la science de l'alimentation qui, elle dit aucun aliment n'est mauvais. Ce qu'il faut regarder, c'est ce qu'on a mangé dans la journée, voire dans la semaine, au Mhm. regard de l'activité physique qu'on a eue et de son état, son âge, est-ce qu'on est une femme enceinte, est-ce qu'on est un sportif, etc., etc. Mhm. Ça, c'est normalement le principe de l'alimentation. Je pense que tous les diététiciens vous diront. En plus, il ne faut pas culpabiliser les gens parce que c'est le Non, pire moyen pour bien sûr. les Ouais. écœurer et faire qu'ils font exactement Mhm. quelque chose d'inverse. Donc on a ça d'un côté, où on sent bien que la psychologie, on voit bien que tous les sociologues sont en train de se pencher sur l'alimentation. Comment on fait pour accepter un aliment? Et ils sont tous unanimes à dire il faut effectivement diversifier l'alimentation le plus tôt possible, il faut rééduquer dès l'enfance à la façon de manger, à la transparence, à la connaissance, et il n'y a que comme ça qu'on va y arriver en Alors, fait. Hein. je Mais vous nous, arrête dans une nos seconde. laboratoires, Mhm. le Non, problème, je vous c'est arrête qu'on ne peut une pas seconde répondre à pour, tout en même temps. je vous arrête une seconde pour vous dire que enfin, dans mon esprit, ce que disait Philippe pour démarrer tout à l'heure est juste. Le consommateur, avant d'acheter de l'alimentation, achète du temps. Enfin, en grande partie, en tout cas. C'est vrai pour les citadins. C'est-à-dire on n'est plus dans une économie, comment dire, de la transaction, on est dans une économie de la solution. Et évidemment, le temps a de la valeur. Alors, il y a en même temps ces indications que vous évoquez les uns et les autres sur les Nutri-Score. Il y a une question pour vous, je prolonge en même temps, puisque c'est interactif, il y a des gens qui nous interpellent, il faut leur répondre. Kevin Bertin vous demande, Philippe, pensez-vous la même chose du futur Origine Info? Puisque vous avez dit tout à l'heure que le Nutri-Score, c'était du prêt-à-penser. Oui, alors c'est pas du tout le même sujet, mais oui, je suis assez rétif. Je suis très favorable et j'ai milité pour déjà quelques années, notamment avec un des inspirateurs de l'Origine Info, euh, pour la transparence sur l'origine. Mais je pense que la manière dont on s'y prend avec cette Origine Info me semble pas très saine. Euh, et je me méfie de la course à l'échalote, de qui sera plus D'accord. français que le voisin. Voilà.
je peux pas faire répondre ça Bon, non, non, mais en 10 secondes. Philippe, on a une tendance, c'est bien. Autre question, Étienne Maillard, c'est pour vous, Madame Ampinet, quid du concept, moi je ne le connais pas, vous allez me l'expliquer, du concept Ultra Processed Food, UPF, sensibilité des consommateurs, quelle est la position des amis Donier? Bon, c'est un peu du chinois pour moi, si vous pouviez me traduire, et pour ceux qui nous suivent. Bah, en fait, il y a d'abord eu dans les tendances, il y a combien de sucre, il y a combien de gras, il y a combien de sel. Oui. Donc, c'était plutôt des critères nutritionnels et Mhm. essayons d'améliorer la valeur du produit. Et c'est vrai qu'on a fait beaucoup de progrès quand même depuis ces dernières années. Mais là, il y a une mode qui consiste à dire, regardons, enfin, favorisons à la limite le fait maison, le non transformé. Oui, Et que ce qui est transformé porte en soi, ipso facto, des des vices, côtés négatifs. des Donc vices nous, cachés. quelque part, on dit que c'est un concept qui n'est pas valide scientifiquement, qu'il n'y a pas de définition, qu'on mélange tout, et qu'à la limite, le nombre de produits ultra transformés, c'est la quasi-majorité de tout ce qu'il y a dans les étagères des gens, donc, ou dans les rayons des supermarchés, et c'est un mot qui a pris. C'est un mot qui parle à tout le monde, mais c'est la même chose que le produit sans. Chacun y met sa propre définition et il n'y a strictement aucune définition derrière, donc c'est un peu compliqué. Donc il faut creuser. D'accord. Il y a de plus en plus Alors, d'études qui lient ça à des problèmes de santé, mais comme il n'y a pas de définition, c'est compliqué d'établir un lien et de savoir quelle est la cause exacte de ces problèmes. justement, tiens, quelques commentaires. Référence alimentation santé, bleu, blanc, cœur, nous dit Éric Ducornet. Jean-Thomas Robichon nous dit il n'y a pas de mauvais aliments, tout dépend de la quantité consommée. Je pense qu'il a raison, c'est du bon sens. Alors, en dehors de ce qui est poison, évidemment, hein, et poison est interdit à la vente. Mais je vous pose aussi la question, Madame Pinas, cette question formulée différemment par Monsieur Peuchot qui nous dit les consommateurs ont-ils raison de se méfier des ingrédients ultra transformés ou des aliments ultra transformés? C'est devenu une espèce de convention morale, enfin, convention publique en tout cas, que transformer les produits, ce serait les dégrader. Pour certains, heureusement qu'on les transforme d'ailleurs. Ouais. Je pense que derrière cette question-là, pour le consommateur, il y a une crainte qui est plus ou moins justifiée d'une opacité, d'une transformation qui vient dégrader les apports nutritionnels des produits pris de façon individuelle. De la même façon, je n'aurais pas de bonne réponse, hein. C'est-à-dire que sur certains produits, non, absolument pas. Sur d'autres produits, effectivement, la recherche du moins transformé fait sens. Et cette recherche-là, le consommateur l'a fait, le distributeur l'a fait également. Sur la partie, par exemple, du végétal, pour nous, c'est important d'aller effectivement de plus en plus vers le moins transformé. Déjà, comme premier facteur de réassurance vis-à-vis du consommateur, parce qu'il s'agit de pouvoir démocratiser cette filière et donc de rassurer le consommateur. Et rien ne rassure plus le consommateur sur le végétal qu'avoir des produits les moins transformés possibles. Mhm. Je vous pose la question à tous les trois. Là aussi, une question peut-être un peu naïve. Dans le domaine qu'on évoque, là, est-ce qu'on n'est pas allé un peu trop loin, Philippe Gutzmann? Est-ce qu'on n'est pas plus royaliste que le roi, quoi, finalement, avec des niveaux d'exigence qui ne sont pas raisonnables? Alors, on pourrait dire ça, je vais reprendre le titre, on est dans les Ouais. injonctions paradoxales. C'est-à-dire que si on fait rapidement, et sans rentrer trop dans les détails, un peu d'histoire de l'alimentation, il y a 70 ans, on mangeait que des produits de près de chez nous, Oui. donc assez locaux, assez bruts, donc très peu transformés, qu'on cuisinait chez soi. OK. On mangeait beaucoup moins bien, c'est-à-dire Ouais. que la variété alimentaire était beaucoup plus limitée. Mhm. Et d'ailleurs, au reste, notre espérance de vie et autres était bien moins bonne. On n'a en fait jamais aussi bien mangé. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 50 ans? On a augmenté considérablement la variété de l'alimentation, on en a baissé les prix. Tout ça au prix de quelque chose, c'est qu'on a rallongé les chaînes de distribution. On les a rallongées physiquement, mais elles ont été de plus en plus efficaces. On a du sourcing de plus loin, etc. Enfin, on a eu une organisation industrielle de la filière sur laquelle on est en train, qui nous a amené beaucoup de bienfaits, hein, plus de variété, plus de qualité, beaucoup moins de problèmes. Vous savez que le risque létal de manger en France, c'était tout un rapport du Sénat il y a 4-5 ans,
le risque létal de manger en France par rapport à il y a 60 ans a été divisé par 100. Donc tout ça, il Oui, faut l'avoir en tête. Donc aujourd'hui, on se dit qu'il faudrait moins de transformation des produits sains, etc. Je pense que c'est une orientation qui est sans doute très positive, très favorable, mais il faut se dire que c'est une marche en avant, c'est pas un retour en arrière, c'est une marche en avant. Et donc, elle a un coût. C'est-à-dire que si on fait ça, si on va vers des produits moins transformés, ça veut dire que il faut raccourcir les délais entre la production et la consommation, c'est ce que j'ai dit oui. au début. Donc, il faut changer les chaînes de production. Donc, il Mhm. faut accepter que ça a un coût. Or, on est sur des contraintes de prix qui sont très sévères. Et donc, moi, je suis, encore une fois, favorable plutôt naturellement à ces orientations. Il faut les faire dans le cadre que je viens d'évoquer de l'acceptabilité prix Oui, oui. on ne Mhm. pourra pas avoir, comme on dit, on est en alimentation, le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Voilà, on a des équilibres à trouver. Même question, Marie-Laurent Pinet, puis Madame Pinas, commençons par vous, si vous le voulez bien. Est-ce que, puisque vous vendez, vous êtes distributeur, bon, moi j'écoute les consommateurs aussi, je lis des études de consommation, je trouve qu'il y a des trucs un peu dingues, quoi, pour être très clair, très direct avec vous. C'est-à-dire que le consommateur, il veut le mouton à cinq pattes, quoi. Il veut des trucs qui soient parfaits, enfin présumés parfaits dans son esprit. Et son esprit, c'est pas nécessairement celui des scientifiques, c'est pas celui du vrai dans le domaine de la science, pas trop cher, accessible toute l'année, etc. Franchement, est-ce qu'on n'est pas allé trop loin? Euh, trop loin, je ne dirais pas ça. Je dirais que les tendances de consommation qu'on perçoit, pour nous, ce sont toujours des signaux. Mhm. Faibles ou forts. Et Mhm. notre unique travail est de répondre à ces signaux et d'essayer d'y répondre au mieux. On est distributeur, encore une fois. Euh, et donc, effectivement, si on arrive dans une espèce d'éclatement et de spécialisation des envies et des exclusions, c'est une chose. Mhm. Je trouve que cet éveil des consciences, il apporte quelque chose de très positif. Donc, on peut lui reprocher effectivement d'aller loin, d'aller peut-être trop loin. Dans sa globalité, je trouve ça très positif. Et je voulais revenir sur la notion de défiance, défiance du consommateur. Moi, je parle Euh, de confiance, hein. Moi, je vois, enfin, est-ce que le consommateur a confiance? le consommateur questionne très souvent et le fournisseur, tout comme le distributeur, essaye de répondre à ces questionnements et de rassurer. Donc ça, c'est en permanence. On peut le voir sur les indicateurs, sur les packaging, fait en France, blé français, sans nitrite, sans conservateur, sans gluten. Donc, on a vu fleurir sur les packaging un déverlement d'éléments de réassurance. Oui, oui. Quelque chose que je trouve intéressant quand on parle de manque de confiance, c'est l'apparition de marques, notamment qui sont des marques des consommateurs. Donc, on répond directement à ce manque de confiance par quelque chose qui provient directement des consommateurs. Je pense Mm. ici à C'est qui le patron, par exemple. Et l'apparition de ces marques-là, pour moi, elles sont aussi une concrétisation de cet écart entre distributeurs, fournisseurs, Alors, consommateurs. c'est c'est une réponse notamment à la question du revenu des producteurs. Euh, Puisque quand on interroge les dirigeants, le dirigeant notamment de C'est qui le patron, l'idée c'est de rendre, par exemple, aux producteurs, aux fournisseurs de lait 37 centimes du litre et pas 35 ou 34 pour lui permettre de vivre. Il n'y a pas enfin, je n'ai pas vu d'engagement particulier de contenu. Le produit est bon, hein, il n'y a pas de doute, mais est-ce qu'il est très différent d'un autre? J'en suis pas sûr. Mais Mais il ne le met pas, hein, c'est un produit standard. c'est un produit standard. C'est un Hein, produit standard, mais qui ouais. répond à, quand je dis défiance du consommateur, c'est pas forcément à la composition, mais c'est beaucoup plus large. C'est par rapport également à la rémunération. Est-ce Oui, c'est que ça. derrière le producteur est bien rémunéré? Oui, oui, c'est ça. Et la garantie de Nicolas, je cherche son nom, je ne me rappelle plus de son nom. Chaban. Hein. Oui, Chaban, c'est ça. Hein, ouais, c'est ça. Son grand truc sur les plateaux télé, c'est de dire avec nous, donc, il intervient beaucoup au moment des crises agricoles, notamment des crises du revenu, c'est de dire, écoutez, avec nous,
voilà, le producteur de lait, il est payé à son prix, enfin, à son coût de production, plus une petite marge. Marie-Laurent Pinet, même chose, même question. Moi, c'est mon sentiment profond. Je ne sais pas si je vous le fais partager. Ça repose là aussi sur des impressions. J'ai l'impression parfois qu'on va un peu trop loin. Je pense que quelque part, quand on est un industriel, on a quand même besoin d'avoir de la visibilité dans le temps et qu'on ne change pas les choses trop souvent parce que c'est compliqué et c'est très coûteux et ça perturbe les filières. Nous, on est en relation avec les agriculteurs. On a 6 millions de tonnes de céréales achetées dans la filière amidonnière. On a une responsabilité. 97-17% viennent de France. Donc, on est relativement local. Il y a un marché organisé. On n'est pas dans la situation du lait. Mais on devrait être local, on a le prix qui va bien, on a tout un tas de choses. On est, nous, la première obligation d'un industriel de l'agroalimentaire, c'est quand même que ce soit sain. La Oui, deuxième, oui, et ça, c'est quelque chose qu'on oublie parce que c'est un acquis qui paraît évident, mais qui nécessite néanmoins un travail très important de tous les industriels et on doit ça aux consommateurs. La deuxième chose, aujourd'hui, on nous le dit beaucoup, c'est le réchauffement climatique, c'est l'empreinte carbone, ce sont des choses comme ça, c'est éventuellement la consommation en eau. Ensuite, le consommateur, on lui doit une quantité, parce que chaque année, les consommateurs sont de plus en plus nombreux, de plus en plus citadins, et ils doivent avoir accès à une alimentation disponible à côté de chez eux. Et ce n'est pas si simple. Le fait d'avoir une filière organisée a permis d'éviter le gaspillage d'une façon impressionnante. On a une optimisation et on a des rayons qui sont pleins tout le temps, même en période de Covid. On a réussi à faire ce qu'il y avait à faire. Donc, pour des industriels, ça, on va le gérer. Ça, on sait faire. Mais quand tout d'un coup, on nous dit il nous faut moins de gluten, ça, on le doit parce que là, il y a des malades. Donc, on doit pouvoir offrir un choix. Mais quelque part, les critères de demande, il ne faut plus que ça soit transformé, il faut qu'il n'y ait plus de conservateurs, il ne faut plus qu'il y ait tout un tas de choses. Ça, on n'y arrivera pas, honnêtement, parce qu'il faut bien quand même arriver à faire un produit bon qui plaise aux consommateurs et qu'ils veuillent bien acheter. Bien sûr. Mais il y a une éducation à faire, et là, moi, je suis archi d'accord avec ce qui a été dit précédemment. Je pense que le consommateur français doit se réapproprier et son industrie et sa façon de manger et les conséquences qu'a sa façon de manger sur le climat et sur la planète et sur le monde agricole. Oui, oui, enfin, les marketeurs américains disent consumer is a wicked bee. C'est-à-dire que c'est une bête infidèle, le consommateur, en réalité. Alors, il y a justement, tiens, cette question d'Aurélie Vialard qui dit, le problème de confiance n'est-il pas issu d'un sentiment de manipulation, d'infantilisation donné par l'injonction marketing de répondre à un besoin non exprimé? C'est une bonne question, non? Pensez-vous? Qui veut répondre? Ah, vous avez tous un sourire, mais moi j'attends une réponse. Alors, bon, si vous ne voulez pas répondre là-dessus, troisième partie de nos échanges, l'enjeu, l'idée, c'était sortir de la contradiction, et notamment de ces injonctions contradictoires. D'abord, chez Carrefour, l'Ispinas, est-ce qu'il vous arrive de faire marche arrière, de vous dire, tiens, on s'est trompé, et puis on écoute le marché, on est à l'écoute du marché, on va changer notre façon de faire? Bien sûr. On essaye beaucoup de choses, on essaye d'anticiper et on essaye de suivre le plus rapidement possible ces tendances de consommation et parfois on se trompe parfaitement et il faut faire marche arrière. Dans les choses qu'on regarde, on regarde énormément les marchés étrangers, par exemple, et on essaye de trouver des similitudes entre un marché européen, je vais prendre par exemple les Pays-Bas, ce qui se passe aux Pays-Bas, ce qui peut se passer en Angleterre et ce qui pourrait se passer demain chez nous. Et donc, on va prendre des décisions en essayant de tirer le fil, en se disant voilà ce qui se passe, ça pourrait être chez nous dans 3 ans et essayons d'anticiper. Alors, des fois, c'est pertinent, d'autres,
moins. Mhm. Donc, l'avantage, c'est que on a la possibilité de réagir assez rapidement. Euh, Par rapport au sujet de sortir de cette contradiction, euh, notre premier sujet, encore une fois, c'est de répondre à la demande du consommateur et ces demandes changent. Et notamment, je vais vous parler du bio. En 2018, tout Oui. un pan de l'effort était mis sur le bio. Donc, il y a quelque chose de très beau qui s'est fait autour du bio, développement des filières, des espaces très larges dédiés au bio, une marque du distributeur qui était engagée et très fortement engagée en ce sens-là. Et on a vu effectivement un changement de la demande du consommateur. Le consommateur aujourd'hui ne nous demande pas simplement du bio, il nous demande du local, il nous demande que ce local appartienne également à des filières, par exemple, agroécologiques. On nous demande la réassurance du français lorsque ce n'est pas du local. Et en fait, on a élargi très largement le panel des demandes du consommateur. Et donc, le bio ne répond plus aujourd'hui à l'attente des consommateurs. Elle est Oui. devenue plurielle sur ce segment-là. C'est pourquoi je me parlais, moi, d'un mouton à cinq pattes. Oui. Les Français sont un peu particuliers dans ce domaine. Vous constatez les mêmes, puisque vous êtes installés partout dans le monde. C'est le phénomène là qu'on décrit, il est franco-français ou Alors, les- je vous rassure, le mouton à cinq pattes n'est pas que français. ça va? C'est un mal qui est largement partagé. Bon, très bien. Euh, Madame Ampinet, euh, bon, voilà, on vous demande beaucoup de choses, vous les industriels. Euh, je sais que dans l'industrie, il y a le temps industriel qui n'est pas toujours le temps de la consommation, qui n'est pas non plus le temps politique d'ailleurs, hein. Parce que quand on investit, d'abord dans la recherche et dans le développement, c'est une activité intense en capital. Il faut mettre beaucoup d'argent sur la table sans certitude que euh, ce que produira la recherche sera rentable. C'est le premier élément. Deuxième élément, quand un industriel ou des industriels s'engagent, c'est en mettant du capital sur la table. Évidemment, c'est des investissements qu'il faut pouvoir rentabiliser. Euh, vous, vous vous sentez en concordance avec les demandes des consommateurs ou vous les jugez un peu abusives? On essaie d'y répondre un maximum. On Hmm. a vu beaucoup de clients aujourd'hui arriver, il y a le Nutri-Score, on voudrait améliorer notre score, baisser en gras, baisser en sucre, baisser en sel, Hmm. sauf qu'il faut que ça soit toujours bon et qu'est-ce que vous nous proposez? Donc on Oui, travaille là-dessus, oui. mais on le voit souvent revenir en disant, bah oui, mais ça n'a pas marché. Parce que le consommateur, il a arrêté d'acheter mon produit. Bon, bah, C'est il y a sûr, un hein. moment, le temps Ouais. passé, il faut qu'on se dise, il faut, on ne peut pas mentir. Je veux dire, ce que je disais tout à l'heure sur la science de l'aliment, sur la science de l'alimentation, il y a un moment, on ne peut pas tout faire. Et donc, je crois qu'on essaie d'avoir cette honnêteté de dire oui, on peut travailler sur ces sujets-là. Et cela, ben, ça nous demandera plus de temps, en tout cas. Ou quels sont les sujets prioritaires sur lesquels il faut qu'on axe nos efforts. Je crois que c'est comme ça qu'il faut qu'on pose la question, en fait. Alors, il y a un spectateur anonyme, c'est son nom, hein, sur les échanges. Il dit, peut-on sérieusement parler d'éveil des consciences des consommateurs dans ce monde de rumeurs, d'infox et d'intox, et je suis bien d'accord avec ça, et de fausses nouvelles, fake news, dit-il. Euh, pour terminer, je vous demandais de conclure rapidement les uns et les autres, mais vous, Philippe, en tant qu'observateur, est-ce que vous pensez que la distribution devrait s'entourer un peu plus, moins de conseils marketing et plus de conseils scientifiques? Oui, complètement. Je pense que les acteurs en général, d'ailleurs, ont de la compétence, mais ils devraient s'appuyer d'abord sur ces compétences scientifiques et les renforcer pour aider à accompagner les consommateurs. Avec un point, si vous me permettez, je voulais conclure sur ça. Quand on parle d'injonction paradoxale, on parle de chez chaque consommateur, mais je voudrais le souligner, on a un enjeu énorme d'injonction paradoxale dans la société. Le danger, ce serait qu'une catégorie de la société émettre des injonctions par sa compétence, sa sensibilité,
et qu'elle les impose à une autre catégorie de la société qui n'y a pas accès financièrement ou par la compétence. Et on a un enjeu fort de faire commun, et ça suppose aussi que tous nos sujets de consommation doivent intégrer la dimension prix. Et pardon, mais la situation générale du pays se traduit aussi dans l'assiette, et je pense que tous les acteurs économiques doivent y prêter une grande attention concernant l'alimentation. Madame Pina, c'est de plus en plus dur de faire du commerce, non? C'est changeant. Ça n'a On, jamais on été a, facile, hein? on a la chance d'être sur la partie alimentaire essentiellement Hmm. et d'avoir des enjeux d'alimentation. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec la conclusion que vient de tirer Philippe. C'est l'assiette des Français. Et donc, si la distribution est de plus en plus difficile, ça veut dire que l'assiette des Français est de plus en plus compliquée. Et c'est surtout là le sujet pour moi. Oui, d'accord, très bien, j'entends. Eh bien, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Madame Ampinet? On Ben, s'est dit je crois beaucoup que de choses. j'insisterai, je pense, sur l'information des consommateurs, la transparence et la qualité des personnes qui doivent délivrer cette information. Ah, Je alors, ça, pense, très important ce que vous venez de je dire là. pense Oui, qu'on entend énormément de choses contradictoires, c'est le thème de notre débat, mais oui, on a aussi beaucoup de gens qui parlent, qu'on écoute, et après, beaucoup de médecins ou beaucoup de diététiciens qui doivent aller contre ce qui a été dit et qui a pu apporter des choses qui n'étaient pas forcément pertinentes pour la santé des gens. Donc, je crois qu'il y a une éducation dès le plus jeune âge, enfin une compréhension, mais il faut sans doute une transparence du monde industriel aussi, de façon à améliorer cette compréhension, pour réconcilier peut-être un peu tout ce qui se dit et la réalité des actes d'achat au regard effectivement du pouvoir d'achat. bon, les industriels au moins ont fait des efforts. C'est vrai que dans ce domaine, il y a eu quelques scandales alimentaires. On plaçait la viande de bœuf par de la viande de cheval. Enfin, vous vous rappelez de l'affaire Spanghero. Alors, ce qui est terrible, enfin, vous connaissez cette formule, hein, c'est que la réputation, ça descend par l'ascenseur et ça remonte par l'escalier. C'est-à-dire que c'est très long. Ça se casse la figure très vite, hein. Philippe, vous, Mme Pina, vous en êtes témoin quand une enseigne, une marque, etc., sont frappées par un scandale. L'onde de choc est très longue, elle est puissante, elle est même avec un écho, et le temps de reconstruction de l'image est long. C'est injuste, souvent, et c'est vrai que ça a tendance, vous avez raison, Madame Ampinet, à, comment dire, ça a tendance à avoir une influence sur l'ensemble du milieu. C'est très injuste. Vous voyez, cette onde, imaginez hein, une goutte qui tombe hein, sur un étang, ça a une onde de multiplication hein, qui est importante. Donc, il y a cet élément-là. Et puis, il y a un dernier élément, en effet, que vous avez évoqué les uns et les autres, qui est que souvent, on donne la parole dans les médias à des gens qui n'ont pas de compétences pour s'exprimer, mais qui expriment plus des points de vue, des représentations qui sont des représentations politiques ou idéologiques, qui n'ont pas de base scientifique et qui peuvent influencer l'opinion. Mais vous voyez, les uns et les autres, vous avez encore beaucoup à faire. C'est plutôt une bonne chose, non? Donc, il reste beaucoup à faire parce que ça veut dire qu'il y a du grain à moudre, n'est-ce pas? Voilà. Bon, merci en tout cas à tous les trois. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Vous avez été très nombreux et très fidèles, puisque vous êtes toujours là. J'espère vous retrouver bientôt pour de nouvelles questions autour de la consommation, autour de ces phénomènes qui nous passionnent les uns et les autres. Je vous souhaite un bel été et nous nous retrouverons à la rentrée. Bonne journée. Bonne journée à tous. Bonne journée, au Merci, au revoir. revoir.